Voici l'extrait du livre intitulé Bouclier du Sud versus Coronavirus, dont l'auteur est Maël Kombila en version audio. Il se présente comme suite. Sommaire. Covid-19. Un problème sanitaire mondial 6 à 12. Un handicap pour les institutions 13 à 22. L'organisation de la riposte 23 à 27. Les défis du politique 28 à 35. Les enjeux de la lutte 36 à 49. Les opportunités de réussite 50 à 64. Le monde traverse actuellement une crise mondiale excessivement médiatisée appelée coronavirus. Cette crise sanitaire virale importante a des conséquences politiques, économiques, sociales, environnementales et religieuses certaines au nord comme au sud, en Orient comme au Proche-Orient, mais aussi au-delà. Cette guerre virale puissamment médiatisée a selon de nombreux avis des origines véritablement douteuses. Quoi qu'il en soit, cette crise qui semble avoir surpris les puissants de ce monde, a réussi à éclipser tous les autres sujets brûlants d'actualité, qui ont longtemps occupé l'espace public et médiatique tels le changement climatique, l'autosuffisance alimentaire, le développement rural, l'immigration intercontinentale, la fuite des cerveaux, le terrorisme international, les conflits interrégionaux, les grossesses précoces, les crises humanitaires, les crimes rituels, le crime organisé, et bien d'autres défis auxquels les États sont confrontés depuis de nombreuses années, et qu'ils doivent impérativement surmonter ensemble. Mais pourquoi cet état des choses ? Aujourd'hui, les pays étant directement frappés ou menacés par cette pandémie semblent emprunter la même trajectoire. Cette dernière, décidée au sein même du pouvoir, est motivée par l'état d'urgence sanitaire mondial qui pousse les gouvernements à annoncer les uns après les autres la fin de la récréation et la globalisation du concept de confinement. La fin de la recréation signifie sans l'ombre d'un doute l'interruption temporaire ou définitive du temps dédié aux jeux, aux loisirs à volonté, ou au divertissement libre des esprits au nord comme au sud, en Orient comme au Proche-Orient, mais aussi au-delà. Esprits qui, nous le soulignons au passage, furent jadis maintenus dans un état végétatif ou de coma artificiel, mais aujourd'hui semblent être en train de se réveiller, de renaître de leur centre, de manifester la volonté de s'inscrire définitivement contre vent et marée dans l'ère d'un progrès irréversible. Parmi ces esprits, il y a les habitants du monde sensible, encore appelés les locataires du tiers-monde ou du un tiers du monde. À l'exemple de tous ces hommes et femmes qui ont été victimes de la colonisation hier, et qui post-indépendance semblent être la cible des néocolonisateurs en puissance, qui sont pour l'écrasante majorité partisans d'une colonisation plus civilisée baptisée colonisation douce, c'est-à-dire conceptuelle ou immatérielle. Le confinement et son instauration à l'échelle des nations s'apparentent à la mise en isolement de sujets déclarés malades, car porteurs du coronavirus, mais aussi de sujets sains exposés au risque de contamination au Covid-19. Pour de nombreux observateurs, cette crise sanitaire qui porte atteinte à la personne, à la personnalité et à de nombreux personnages est arrivée avec son lot de problèmes comportementaux affectant aussi bien les élites, les populations civiles, que les forces de l'ordre. Cette manne de problèmes qui se manifeste parfois par des écarts de conduite, est parfois qualifiée à tort ou à raison de dérive autoritaire par certains. Ainsi, en ce qui concerne les forces de l'ordre, on a pu voir sur différents médias la police frapper des civils avec des bâtons dans des lieux de culte, sous prétexte qu'ils n'avaient pas respecté l'interdiction de rassemblement dans les lieux de culte et la mesure de confinement. Ce qui est manifestement des comportements d'un autre âge, et indigne dans la République. À côté de ce comportement des forces de l'ordre, nous avons celui du citoyen lambda, qui consiste à considérer comme normal le fait de refuser d'embrasser un proche, ou tendre la main de bienvenue à notre prochain. Cette main bienveillante tendue à un frère, un parent, un ami ou d'un collaborateur qui a longtemps été le signe d'ouverture est aujourd'hui proscrite, sous prétexte que nous ne sommes pas toujours certains du statut épidémiologique de la personne que l'on serait tenté de saluer ou toucher. La main du salut est soudainement devenue un ennemi d'état de conscience, et un argument contre la pandémie de coronavirus. La main du salut est devenue un geste incivique. Si pour les scientifiques le refus de la main tendue permet de limiter les risques de propagation de la maladie baptisée Covid-19,
pour les partisans des civilités traditionnelles et de la bienséance, occulter la main du salut, contribue à occulter notre esprit d'ouverture mais aussi à limiter notre ouverture et notre bienveillance vis-à-vis d'autrui. Paradoxalement pour beaucoup de nos dirigeants, le Covid-19 est devenu une excuse pour éviter les personnes indésirables à leurs yeux qu'ils préfèrent tenir à distance de la sphère du pouvoir, en tête desquels certains opposants, ainsi que d'autres voix discordantes de la société. Ainsi, pour certains hommes et femmes d'autorité, l'isolement ou le confinement est certes une nécessité d'ordre sanitaire, mais surtout une circonstance bien heureuse. Multiplier les contacts avec l'électorat pour les élus ou les employés pour le patronat ne semble plus être une priorité, pire cela semble être devenu une réalité caduque. Tout porte à croire que nous nous enfonçons lentement mais sûrement dans une société où établir une relation de proximité, en tissant des liens privilégiés avec des personnes qui pourtant nous sont familières dans la plupart des cas, quand ce ne sont pas de simples inconnus, qui seraient tentés de venir à notre rencontre dans un élan de solidarité ou d'unité, semble être une aberration sanitaire et un véritable problème de santé publique. Par ailleurs, nous assistons chaque jour un peu plus à l'éloignement entre le genre humain. Ce phénomène qui encourage antisociabilité et l'utilisation excessive des outils de communication intermédiaire porte le nom de distanciation sociale. Pour de nombreux observateurs, la distanciation sociale, en plus d'être un facteur d'antisociabilité, est aussi un moyen de pression légale qui pousse le citoyen vers l'utilisation excessive d'éthiques et des NTIC. Or les outils technologiques de l'information et de la communication sont des puissants outils de concentration d'informations publiques et privées, et une mine d'or d'informations pour toute entité, organisation gouvernementale ou non gouvernementale, qui aurait pour projet de prendre le contrôle total de la conscience des populations qui y ont accès. La situation actuelle nous pousse à croire qu'on assiste vraisemblablement dans le monde à une tentative de virtualisation systématique des communications interpersonnelles. Cette configuration nous laisse à penser qu'il y a comme une volonté manifeste des puissants de ce monde à renforcer la surveillance des citoyens pour mieux les étudier à leur insu, et au besoin mieux manipuler la conscience individuelle et collective de manière illégitime. Il s'agit donc a priori d'une stratégie mondiale de contrôle des âmes inconsciemment asservies, mise de manière presque imperceptible au service d'intérêts douteux. La distanciation sociale est avec l'hygiène des mains une mesure phare de prévention ou de lutte contre le coronavirus dont le nom savant est Covid-19. Si l'on peut se réjouir des prétendus bienfaits d'une telle mesure dans cette guerre contre le Covid-19, il est aujourd'hui également important de se demander si cette tendance de distanciation ne perdurera pas après la fin de cette pandémie virale. Si c'est le cas, quelle sera l'ampleur de ce phénomène de distanciation ? Mais encore, comment la distanciation sociale va-t-elle bouleverser le mode de vie de notre civilisation ? Ne risque-t-elle pas de nous enlever notre culture du savoir-vivre ensemble propre à notre humanité, ou occulter ce qui était considéré jusqu'à présent comme de bonnes manières universelles ? Autrement dit, cette épidémie de Covid-19 va-t-elle parvenir à faire reculer de façon soudaine et radicale ce qui a selon de nombreux avis fait les beaux jours de notre humanité, telles que les marques de civilité à forte connotation sociale ? Mais encore, notre civilisation sera-t-elle meilleure, ou pire une fois que le Covid-19 sera loin derrière nous ? Telles sont les problématiques d'ordre moral que soulève ce problème de santé publique appelé coronavirus, et qui devront faire l'objet de réflexions à venir. L'état d'urgence sanitaire mondial lié à la pandémie de Covid-19 semble être un handicap majeur pour les institutions nationales et internationales, au vu des différents bouleversements qu'il entraîne au sein des différentes instances publiques et privées. En effet, depuis cette explosion épidémiologique, plus aucune institution ne semble fonctionner normalement. Des ménages aux administrations publiques et privées, en passant par les institutions financières. L'état d'urgence sanitaire fait désormais de l'ombre à l'état de droit dans la République. Le risque que certains pays deviennent des foyers de non-droit est réel, et qu'en réponse l'état d'urgence militaire permanent soit déclaré et appliqué par certains gouvernements n'est pas non plus écarté. Si c'est le cas, il faudra dans la plupart des cas s'attendre à un recul de la démocratie à l'échelle des nations, au nom de la guerre contre le Covid-19.
cette crise sanitaire prenant la forme d'une guerre virale, contribue de manière certaine à la mise sous clé de nombreuses valeurs morales fondamentales, et sans aucun doute à la suspension des règles conduites essentielles chères à notre République. Ainsi, des parlements sont désormais dans l'incapacité de siéger de façon normale, car tout rassemblement de plus de 10 personnes dans un même espace donné est contre-indiqué, voire même interdit dans certains pays. La plupart des nations privilégient désormais le contact virtuel plutôt que le contact physique. Les gouvernements préconisent pour la majorité d'entre eux le télétravail, ou la rotation minimale du personnel pour faire vivre l'économie. D'où l'utilisation soudaine de la vidéoconférence par de nombreux services publics et privés. Ce moyen virtuel par lequel les plus hautes autorités des pays sont emmenées à débattre des sujets extrêmement sensibles et même à caractère confidentiel, est certes une solution alternative au regroupement physique, mais reste tout de même un outil qui expose les États les plus faibles. Il peut en outre renforcer l'emprise des pays les plus puissants, disposant de personnel ultra qualifié et de technologies avancées en matière de télésurveillance, sur les pays les moins avancés. D'où il convient de se demander quel pays trouve véritablement avantage à la globalisation de cette stratégie gouvernementale. Est-ce en majorité les pays du Nord ou du Sud? De l'Orient ou du Proche-Orient? Mais encore à qui profite réellement la configuration actuelle des choses? Est-ce un gouvernement en particulier, ou un consortium privé d'intérêts politiques et économiques, qui tenterait d'imposer son hégémonie par la ruse aux peuples de la Terre, afin de mieux les contrôler, de mieux les soumettre, et de mieux les exploiter de génération en génération? En outre, bien qu'on soit amené à reconnaître que la stratégie de visioconférence, en ce temps de crise sanitaire est motivée par de bonnes intentions, il n'en demeure pas moins qu'un pays qui n'a pas une maîtrise totale de ses systèmes, rend vulnérable la nation face aux velléités expansionnistes de forces intrusives. Il expose malheureusement l'État face aux tentatives d'ingérence des puissances étrangères dans les affaires intérieures. D'où il convient pour les États qui veulent préserver leur souveraineté, d'élaborer des systèmes hautement sécurisés, et de mettre en place des mesures intra-étatiques aisément applicables, pour garantir l'impénétrabilité de l'ensemble des systèmes virtuels, qu'ils sont contraints d'utiliser pour limiter la propagation du Covid-19. Il est vrai que les dirigeants qui veulent être en accord avec la doctrine de distanciation sociale et de confinement planétaire, qu'il impose à leurs concitoyens au nom de la lutte contre le Covid-19, sont apparemment obligés d'adopter la visioconférence, et cela même si le risque d'espionnage virtuel n'est pas totalement écarté. Ce qui nous amène à penser qu'une toile à l'échelle mondiale semble inéluctablement se mettre en place. Toile virtuelle apparemment destinée à piéger les gouvernements des pays les moins développés, ainsi que leur population, c'est-à-dire les plus hautes autorités de certains pays, mais aussi les hommes et les femmes ordinaires pour qui ils sont théoriquement mis au service. Mais à quel dessein tout cela est-il fait? Les partisans de la théorie du complot voient en cela une tentative de certains groupuscules puissants d'intérêts douteux à renforcer leur emprise sur la société, et continuer à imposer leur domination absolue sur les institutions nationales et internationales de manière légale mais illégitime. Mais où est la part du vrai dans tout ça? Et comment déceler le faux? Mais encore cette situation est-elle imparable? Commandez dès maintenant la version intégrale en version audio, numérique ou manuelle en appelant le numéro suivant +241 074 31 47 83.